Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. La conférence de presse de Salman Rushdie, le goût de la liberté retrouvée pour l'auteur des versets sataniques après la décision de l'Iran de se désolidariser de la prime sur sa tête. L'émotion et la honte en Belgique, plusieurs manifestations après la mort par étouffement de la jeune Nigérienne. Le ministre de l'Intérieur suspend sa décision de démissionner. Nouveau développement dans l'affaire Jamel Bourras, le judoka accusé de dopage pourrait être innocenté. Les instances médicales remettent en cause les analyses. 16 bateaux au départ en Caroline du Sud pour une course en solitaire avec escale, l'ex-Box Challenge, rebaptisé Around the Lawn. 3 Français en compétition, dont Isabelle Autissier que nous retrouvons en direct des États-Unis. Mais tout de suite, ouvrons ce journal avec l'information de cette fin d'après-midi. Un homme de 36 ans, un marginal, reconnaît le meurtre d'Adrien, ce jeune adolescent dont on avait découvert le corps au début du mois d'août dernier dans un blocus près de Thionville. Ces aveux ne signifient pas pour autant la culpabilité. Jérôme Soulard, Patrice Schumacher. Le mystère de la tragique disparition du petit Adrien semble donc enfin sur le point d'être expliqué. Âgé de 12 ans, le garçon avait disparu un dimanche de juin alors qu'il était parti faire du vélo. Dès les premières heures de son absence, la maman et la grand-mère d'Adrien étaient déjà persuadées que le pire était arrivé. Mais de toute façon, ça peut être qu'un assassinat. Il y a quelqu'un qui a fait du mal à mon enfant, ça c'est une chose qui est certaine. Tout le temps, je regardais vers ces carreaux, quelque chose me disait que mon enfant était par là. Donc, moi je crois en mes instincts, et puis une mère, elle sent, quand il arrive quelque chose à un de ses enfants, en principe, on le sent. 2 mois après sa disparition, Adrien est effectivement retrouvé mort dans ce blocos, à 200 mètres à peine du domicile familial. Frappé violemment à la tête, le pantalon baissé, le garçon est retrouvé face contre terre par 3 SDF de Thionville, dans un endroit sale, sordide, connu pour être le rendez-vous des squatteurs et de certains marginaux. À Thionville, quelques jours après cette macabre découverte, les 3 SDF qui avaient prévenu la police sont finalement mis hors de cause. Ce soir pourtant, d'après nos informations, c'est un autre marginal qui aurait avoué le meurtre du petit Adrien. L'homme, prénommé Alex, âgé de 36 ans, est paraît-il inconnu des services de police. Le parfum de la liberté pour Salman Rushdie, 10 ans après jour pour jour l'apparition des versets sataniques. Sortant de la clandestinité lors d'une conférence de presse cet après-midi à Londres, l'écrivain britannique a salué la décision prise par le pouvoir iranien, mais reste conscient des risques qu'il encourt. Étienne Lénart. Un homme libre ou presque et pas tout à fait anonyme. Dans les rues de Londres, ce matin, l'écrivain Salman Rushdie savourait ses premières heures de liberté. Entouré discrètement de 3 gardes du corps et amicalement poursuivi par plusieurs dizaines d'objectifs et de caméras. Je suis très heureux, je suis très ému et je crois que c'est un jour très important pour la liberté et pour la liberté d'expression. Salman Rushdie a ensuite raconté ses 10 années d'une vie en pointillé, ses peurs, ses angoisses, ses changements de domicile fréquents et la vingtaine de tentatives d'assassinat dont il aurait été l'objet. Depuis la sortie des versets sataniques, jugés blasphématoires par certains pays islamiques, son traducteur japonais a été assassiné, son traducteur italien et son éditeur norvégien grièvement blessés. Lui voudrait aujourd'hui retrouver une vie normale. Mener une vie normale, ça paraît très simple. Et pourtant cela m'a été refusé. Faire les choses quand vous en avez envie, sortir, se promener, tout ça c'est impossible lorsque l'on vit dans une sorte de bulle sécuritaire. Et je ne souhaite plus qu'une chose, c'est revivre normalement. Est-ce pour autant la fin de la traque pour Salman Rushdie? Cet après-midi à Londres, des voix inquiétantes, même si elles sont ultra minoritaires, se faisaient entendre. Sur le principe, la condamnation à mort court toujours. Salman Rushdie a insulté le prophète dans son livre Les versets sataniques, et pour cela, selon l'islam, il doit mourir. Jamais à l'abri de l'acte d'un fanatique, Salman Rushdie restera donc pour l'instant sous protection policière, mais ces 10 années de semi-clandestinité devraient au moins lui fournir le sujet tout trouvé de son prochain livre. Et Salman Rushdie, à la fin de la conférence de presse, a tenu à remercier publiquement les autorités françaises, Jacques Chirac, Alain Juppé, mais aussi Jack Lang et Catherine Trottmann pour leur soutien. La Belgique en état de choc et une nouvelle fois secouée par une crise politique. Le ministre de l'Intérieur, tirant les conséquences de la mort par étouffement d'une jeune Nigériane en cours d'expulsion, a donné sa démission puis dans le cours de la journée a suspendu sa décision
alors que les manifestations se multiplient dans le pays. Jérôme Bonny et Michel Levasseur. Ils ont interrompu leur cours à l'université pour déposer une gerbe à la mémoire de Semira, la jeune Nigériane morte mardi soir après une tentative brutale d'expulsion du territoire belge. Plus qu'une bavure, une récidive. Toutes les associations humanitaires de Belgique sont choquées depuis des mois, lassées de répéter « il faut que ça cesse ». Et il a fallu la mort d'une femme connue, parce qu'on est sûr qu'il y en a déjà eu 3 depuis 10 ans, pour qu'enfin il y ait un sursaut, qui je l'espère ne sera pas sans lendemain. C'est ici, dans le centre de rétention de Steno-Zerkel, à côté de l'aéroport de Bruxelles, que les gendarmes belges sont venus chercher Semira pour une 6e tentative d'expulsion. Elle est menottée, mais se débat. Les gendarmes appliquent la procédure habituelle, comme le montrent ces dessins réalisés par la télévision belge, d'après une vidéo saisie par le procureur. Sa tête est calée contre un oreiller. Pendant 10 minutes, elle ne survivra pas à ce traitement. Tous les Nigérians, tous les Africains, tous les êtres humains sont fâchés contre l'État belge. Tobak, assassin, crient ces Nigérians. Louis Tobak, le ministre de l'Intérieur, sous le choc, hier soir, de la vidéo que vient de lui montrer le procureur, il remet sa démission. Ce matin, le Conseil des ministres refuse cette démission que Tobak accepte de suspendre jusqu'à demain soir. Ce soir, le centre de Steno-Zerkel vient d'être vidé de ses occupants, accueillis par des étudiants. Ils vont reprendre leur errance. Ils ont 5 jours pour quitter le territoire belge. À Nice, une fusillade a fait ce matin 2 morts. Un forcené a tué d'un coup de feu son ami que le groupe d'intervention de la police nationale avait amené sur place pour tenter de le raisonner. Olivier Théron, Diane Richard. Au milieu de la rue, 2 corps. Un homme, le meurtrier, et une femme, la victime. C'est le résultat d'un drame passionnel et de ce qui pourrait être une erreur d'appréciation du GIPN, les troupes d'élite de la police nationale. L'histoire a commencé dans la nuit. L'amoureux est conduit à tenter de tuer son rival avec un fusil de chasse. Poursuivi par la police, il s'est enfermé dans son appartement et a lâché des rafales d'armes automatiques. Avec une grenade, il menaçait de se faire sauter. Le patron du GIPN a tenté de le calmer. L'homme voulait avant toute chose revoir son ancienne maîtresse. 1 heure plus tard, la police a amené la jeune femme pour parlementer avec le forcené, apparemment désarmé. Lui, il était là, et le policier, il était là. Et il parlementait avec lui. Et au même moment, il sort le revolver et met le revolver sur sa tempe. La jeune fille, elle était là. Le policier ici, et lui, il était là. Il contourne, et puis hop, et il tire. Au même moment, ça a tellement tiré très vite. Alors lui s'est affalé, la jeune fille est tombée en premier et la police, alors elle a continué, elle a achevé. Le commandant du GIPN, blessé dans l'opération, n'avait semble-t-il pas correctement évalué la dangerosité du forcené. Dans des affaires de ce genre, un rapport de confiance s'établit entre le négociateur et l'individu en question. Et parfois, on peut se tromper. Ce matin, manifestement, ce personnage était plus retors que le chef du GIPN le pensait. Le forcené, qui avait un véritable arsenal chez lui, voulait aller jusqu'au bout. La jeune femme l'a payé de sa vie. Le parquet de Nice a ouvert une enquête et l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale aussi, pour déterminer précisément les circonstances de ce drame. Une lycéenne de 17 ans qui participait à une classe verte dans le Cantal s'est tuée la nuit dernière en tombant d'une falaise. Un adolescent a été gravement blessé. 2 autres sont également tombés, mais leur chute a été amortie. L'enseignant et le surveillant qui accompagnaient le groupe étaient entendus cet après-midi sur les circonstances de l'accident. Apparemment, les 4 jeunes auraient fait le mur. Devant la cour d'assises de Paris, les experts psychiatres évoquaient aujourd'hui la personnalité de Florence Ray, reprenant l'image d'une jeune fille enfermée dans son histoire avec Audrey Maupin, qu'évoquait hier la famille des 2 jeunes gens. Dominique Verdaillan, Guillaume Fautra. Comprendre. Chaque jour, quelques dizaines de personnes patientent avant de pénétrer dans la salle d'audience. Comprendre comment Florence Ray en est arrivée là. Le public, mais surtout les jurés, espéraient beaucoup des éclaircissements des experts psychiatres. Le docteur Michel Dubec ne cache pas que le cas de Florence Ray l'a un peu dérouté. Hypersensible, introvertie, instable, immature, tel est le diagnostic sévère de l'expert. Mais c'est dans sa relation avec Audrey Maupin que le psychiatre trouve une explication. Florence Ray, dit-il, est passée
D'une prison à une autre, d'un univers familial clos à une relation sous influence avec Audrey. Il faut parler, poursuit Michel Dubec, de complémentarité des inconscients. Avec Audrey Maupin, elle n'avait pas peur du danger. Aucune dangerosité, aucun risque de récidive selon les experts. Les avocats de Florence Ray éprouvent ce soir un certain soulagement. La déposition des experts et hier celle des familles ont quelque peu modifié l'image de tueuse née soutenue par l'accusation. On l'aura compris, il ne s'agit pas pour la défense de contester les faits, mais seulement de plaider les circonstances atténuantes. Cet après-midi, le Conseil d'État a décidé de suspendre la commercialisation du maïs transgénique. Pour le ministère de l'Agriculture, il s'agirait davantage d'une irrégularité de procédure que d'une question de fond. Les explications nécessaires de Benoît Mousset et Anne Guéry. Pour les producteurs de maïs transgénique, tout était prêt. 1500 hectares déjà cultivés cette année pour une mise en vente prévue dès le mois de novembre. Mais voilà, le Conseil d'État vient de suspendre et non d'interdire la commercialisation de 3 variétés de semences sur les 12 existantes. Raison invoquée, un dossier incomplet en ce qu'il ne comportait pas d'éléments permettant d'évaluer l'impact sur la santé publique. Un coup d'arrêt qui satisfait Greenpeace, premier plaignant dans cette affaire à rebondissement. Ce qui est très intéressant, et c'est la perspective qu'ouvre cette décision, c'est que ça relance en quelque sorte le débat, non pas seulement sur le plan juridique, mais ça relance le débat également sur le plan scientifique et encore une fois sur le plan des choix de société. Satisfaction également chez les Verts, le dossier transgénique comportait pour eux beaucoup trop d'incertitudes. Je crois qu'on peut réfléchir évidemment à certaines utilisations des biotechnologies, même des OGM par exemple dans le domaine médical, mais quand c'est de manière massive, à grande échelle, à la fois pour l'agriculture et pour l'alimentation, il faut encore faire beaucoup de recherches avant de prendre une telle décision. Décision contestée en revanche pour Novartis, le principal producteur de maïs transgénique, qui préfère garder encore espoir. Les membres du Conseil d'État auront l'occasion, pendant ce laps de temps, à l'instruction de ce dossier, de constater d'une part de la qualité de notre dossier, d'un point de vue scientifique, du respect de l'avis des scientifiques spécialistes du sujet, et troisièmement, du strict respect des procédures au niveau français. Chaque partie va maintenant avancer ses arguments juridiques pour faire pencher la balance du bon côté. Le Conseil d'État, lui, statuera d'ici 3 semaines. Au deuxième jour de sa visite en Chine, Lionel Jospin est allé à la rencontre du président Jiang Zemin qui inspectait les zones les plus touchées par les inondations. Il fait question des droits de l'homme, ce qui n'a pas empêché les entrepreneurs français d'obtenir la promesse d'un contrat pour le métro de Shanghai. Gérard Grisbeck, Bernard Connor. Enfin, ils se sont vus, le président chinois et le Premier ministre français. Un président chinois qui d'ailleurs fait tout pour ressembler physiquement à Mao. Les deux hommes auraient dû se rencontrer à Pékin, mais le président Jiang Zemin en a décidé autrement. Il était officiellement en tournée d'inspection en province en raison des inondations. Lionel Jospin n'en a pas pris ombrage. On a parlé de la crise asiatique, mais aussi des droits de l'homme. Je lui ai dit qu'il me semblait que le développement économique, social, éducatif de la Chine ferait que cette volonté d'affirmation des libertés et des droits de l'homme deviendrait plus grande, même si j'étais conscient que ce serait un processus continu. Moment de détente à Shanghai. L'avenue du célèbre Bund, Shanghai, la plus grande ville de Chine, la plus ouverte à l'économie de marché. D'ailleurs ici, le français Alstom a signé une lettre d'intention pour l'équipement du métro de la ville, soit un contrat de plus d'1 milliard de francs. Autre décision, mais cette fois il s'agit d'un geste humanitaire, la France a décidé d'aider les victimes des inondations. Ces inondations qui touchent actuellement la Chine sont devenues un enjeu politique et il n'est pas impossible que le régime en exagère l'ampleur, car toute cette affaire permet à l'armée de redorer son blason et au régime de reprendre les choses en main. Après ces inondations qui ont donc ravagé le pays ces derniers mois, aujourd'hui l'heure est à la décrue et au bilan, le désastre pour des dizaines de milliers de personnes. Reportage Isabelle Béchler, Tristan Lebras. Des plaines à maïs, sorgho, millet. À part le pétrole qu'elles recèlent, les terres du Heilongjiang ne sont pas très riches. Mais là, elles ont carrément disparu quand la rivière a débordé voilà un mois. Nous sommes ici à 45 km du lit de la rivière Nun. Nous voguons au-dessus du niveau des maïs, il y a environ 2 mètres de profondeur, mais par endroits, le fond est à 7 mètres plus bas. Les habitants des maisons les plus basses n'ont eu que le choix de se réfugier en hauteur, sur de vagues monticules, pour habiter des tentes dans un premier temps. Désormais, ils espèrent être relogés.
Nos maisons ont toutes été inondées, elles se sont écroulées. C'est la désolation partout. On vivait dans des tentes montées provisoirement, mais maintenant il commence à faire froid. Pour l'instant, la mairie a réglé nos problèmes de logement et de nourriture. On nous a donné des habits et des couvertures. On devrait planter dans 6 à 7 mois, mais on n'y arrivera pas. Il est à craindre que l'eau gèle sur place. Il faudra encore ôter le sable qui recouvre la terre. Pas de plantation en mai sans doute. Et des problèmes pour les paysans pendant au moins 3 ou 4 ans. Le maire inspecte la digue installée par les militaires. Bonne nouvelle, le niveau de l'eau baisse d'environ 20 cm par jour. Maintenant, il fait de plus en plus froid et la municipalité a trouvé de nouvelles solutions pour l'hiver des sinistrés. On a démonté les tentes et on les évacue vers des maisons épargnées par les inondations. C'est sans relâche que les secours se poursuivent pour les dernières familles isolées par l'eau, évacuation ou approvisionnement. Quant au chantier de la nouvelle école, il avance à marche forcée. La nuit, on y travaille à la lumière des projecteurs. L'ouragan George a touché aujourd'hui les côtes de la Floride. Venant des Caraïbes, la dépression s'est abattue sur le sud des États-Unis. Des pluies diluviennes et des rafales de vent. L'ordre d'évacuation concernait quelques 500 000 personnes ces dernières 48 heures. À Key West, le couvre-feu a été instauré. Le cyclone s'éloignerait maintenant dans le détroit de Floride en direction du golfe du Mexique. Et puis un avion faisant la liaison entre Malaga et Melilla au Maroc s'est écrasé avant l'atterrissage. Il n'y aurait aucun survivant. Les 34 passagers et les 4 membres d'équipage ont péri dans la catastrophe. Les causes de l'accident sont pour l'instant indéterminées. Politique française, à Toulon, avant le deuxième tour des législatives partielles de dimanche, les leaders des partis politiques en appellent à la mobilisation des électeurs. Le taux très élevé des abstentions de la semaine dernière, 56,9%, risque de jouer à plein sur l'issue du scrutin. Michael Darmon, Yann Streff. Duel sur la ville, deuxième édition à Toulon en un peu plus de 5 mois. Et à 48 heures de ce deuxième tour, lorsqu'on demande comment se passe la campagne, les réponses tiennent du réflexe. Ça se passe très bien pour nous. Nous continuons à faire notre campagne de terrain comme nous l'avions fait, de proximité, rencontrer les Toulonnais. Très bien, très bien. Beaucoup à la contact avec la population. Gauche plurielle contre Front National ou la course-poursuite après une partie des électeurs d'une droite laminée au premier tour. On va voir ce qui va se passer le 27. Nous avons rencontré des gens qui nous ont dit nous n'avons pas voté au premier tour parce que nous savions qu'au deuxième tour, c'était simple, on voterait contre le Front National. Quant à Sandrine Le Chevalier, candidate d'un parti qui exalte encore aujourd'hui l'Algérie française, la voilà soudain aux côtés du général de Gaulle. Le général de Gaulle, il n'a pas fait tout bien, mais enfin, il défendait l'Europe des nations et c'est là-dessus qu'on se retrouve aussi. Et je pense que c'est très important de se retrouver sur des valeurs communes. Ces supposées valeurs communes entre la droite et le Front National, la gauche s'emploie cette semaine à les dénoncer. À la veille des élections partielles de Toulon et d'Aubagne, les leaders ont donc pris l'avion et la parole. Voilà pourquoi il faut une nouvelle fois, et cette élection sera un symbole avec d'autres, faire comprendre à la droite qu'elle ne doit pas rechercher son avenir vers les extrêmes, car elle cède tous les jours un peu plus idéologiquement à l'extrême droite. Et puis à Toulon, il faudra compter avec le parti majoritaire, celui des abstentionnistes. Ils sont de plus en plus nombreux ici à se détourner des enjeux politiques. Que la ville soit Front National, RPR ou socialiste, c'est pas ça qui va me donner un boulot et quoi que ce soit, quoi. Dans un parti politique, très honnêtement, je vois pas trop qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. Et les électeurs toulonnais n'ont pas fini d'être sollicités. Mi-octobre se déroulera ici une élection cantonale partielle. À 2 jours maintenant de l'élection en Allemagne qui devrait déterminer l'avenir du pays, la campagne des Verts à Berlin et Hambourg, une campagne décisive pour ce parti qui devrait être le partenaire incontournable du SPD si Gerhard Schröder l'emporte. Philippe Rochaud, Pierre Moscovici. Les Verts allemands se veulent dans la course, comme ici au dernier marathon de Hambourg, une cité dirigée par une alliance entre les socialistes et les écologistes. Un modèle de gouvernement pour Joschka Fischer, en maillot noir, patron des Verts allemands, qui deviendra sans doute ministre des Affaires étrangères si les sociodémocrates forment une coalition avec les Verts. 3h40 pour un premier marathon, un temps acceptable qui relève quelque peu son image ternie par une campagne électorale maladroite. Les Verts voulaient faire passer le prix de l'essence à 15 francs le litre pour financer des programmes d'environnement, une mesure impopulaire au pays de la voiture. Nous sommes un parti écologiste. On n'est pas l'Automobile Club ici. Alors, quand ces lieutenants font campagne, comme ici dans les immeubles délabrés du vieux Berlin où vit la communauté turque,
Ils arrivent dans ces voitures électriques qui ne séduisent ni les étrangers ni les Allemands. Christian Strobele, patron des Verts à Berlin, s'efforce de justifier un programme politique jugé très dur par une partie des Allemands et qui a fait baisser les écologistes dans les sondages. Nous voulons taxer un peu plus l'énergie et l'essence et avec cet argent, alléger les charges sociales et réduire les loyers des personnes défavorisées. Avec l'augmentation du prix de l'essence, on veut aussi obliger les gens à acheter des voitures plus petites, qui consomment moins et qui polluent moins. Les Verts ne devraient pas dépasser 7% des voix, mais cette baisse dans les sondages ne les inquiète pas. Les candidats écologistes se sont tous retrouvés à Berlin pour clôturer la campagne. Ils ont joué les chansonniers en traitant Schröder de menteur, oubliant sans doute qu'ils ne pourront exister que par une alliance avec les sociaux-démocrates en cas de victoire du SPD. Nouvelle semaine de turbulence sur les places boursières. Tokyo a fermé sa séance à moins 3,4%, Francfort à moins 1,7%, Paris clôturé à moins 2%, Sao Paulo à moins 5%, et tout à l'heure, Wall Street indiquait une baisse de 0,4%. Bien évidemment, les crises asiatiques et russes donnent un climat d'extrême fragilité, mais surtout aujourd'hui, ce sont les banques qui ont faibli, Gérard Leclerc. Oui, absolument. C'est leur dégringolade qui a aujourd'hui entraîné la chute des bourses, de plus en plus nerveuses, ces bourses. Au départ, la quasi-faillite aux États-Unis d'un hedge fund, c'est-à-dire d'un établissement spécialisé dans les placements à haut risque, donc hyper spéculatif. Avec les crises russes et asiatiques, la LTCM, c'est son nom, se retrouve avec une ardoise de 4 milliards de dollars. Or, nombre de banques, françaises entre autres, lui avaient prêté de l'argent, d'où la suspicion et des baisses voisines de 8% aujourd'hui pour la Société Générale, la BNP ou Paribas. Enfin, le sentiment que la crise a désormais pénétré le cœur du système financier occidental. Et plusieurs voix, dont celle du gouvernement français, dont celle de Jacques Chirac, en appellent désormais à une réforme du système monétaire mondial. Absolument. La France propose notamment de renforcer la capacité d'intervention du Fonds monétaire international et de rétablir des règles du jeu sur les mouvements de capitaux. Moins ambitieux, les marchés financiers réclament plus de transparence pour tous ceux qui empruntent, que ce soit des États comme la Russie ou des sociétés comme Alcatel ou LTCM. Merci Gérard Leclerc. La traversée à la nage de l'Atlantique, un pari réussi pour Benoît Lecomte qui aura parcouru 5500 km en mer malgré l'extrême fatigue. Le Français a commenté cet exploit qui l'aura conduit à nager pendant plus de 2 mois. Jacques Deveau, Gabriel Camilla. Sur les traces de Gérard Daboville, Benoît Lecomte, lui, avait choisi de nager. Traverser l'Atlantique des États-Unis vers la France. Pas seul, bien sûr, un bateau l'accompagnait sur lequel il se reposait. Après avoir été contraint à une escale de 8 jours aux Açores, cet après-midi, enfin, il touchait au but. Oui, c'est beau, formidable. C'est bien. Formidable, oui. J'aurais aimé faire le millième de ce qu'il fait là. Durant ce périple de 5500 km, Benoît devait nager en moyenne 8 heures par jour. En fait, il ne sait pas réellement combien de temps il a passé dans l'eau, se refusant à compter les jours. Je ne peux pas mettre le doigt sur la chose qui a été plus pénible, c'est l'accumulation. L'accumulation de petites choses qui fait. Se remettre à l'eau, parfois, ça a dû être dur quand même, non? Chaque fois. Surtout que quand le matin vous vous réveillez et regardez la mer, ça bouge encore autant que le jour d'avant. On n'a jamais eu ce genre de conditions là. Benoît Lecomte a essuyé des tempêtes. Il a été victime de nausées. L'eau lui est devenue un supplice. Mais il avait choisi de porter la bannière de la lutte contre le cancer. Cela lui a donné la force de continuer. Et aujourd'hui, il entre dans les annales. Nouveau développement dans l'affaire Jamel Bourras, le judoka qui a été suspendu pour 1 an après avoir été contrôlé positif pourrait être innocenté, une information à mettre au conditionnel, mais certaines instances médicales font part aujourd'hui de leurs doutes. Laurent Frédéric Bollet. Dans le bureau du professeur Gallien, l'attachement au sport est visible. C'est peut-être parce qu'il apprécie aussi les sportifs que le président de la Commission nationale de lutte contre le dopage nuance aujourd'hui le cas Bourras. Voilà presque 1 an que le judoka a été contrôlé positif à la nandrolone. Or, dans ses urines, c'est peut-être un autre produit qu'on aurait en fait trouvé, anabolisant aussi, mais non interdit à l'époque. Explication. On a retrouvé quelque chose dans les urines de Jamel Bourras. Imaginez qu'on ait retrouvé des morceaux de pommes. Ça veut dire qu'il a ingéré des pommes, ce qu'il nie d'ailleurs. Seulement des pommes, il y a des pommes vertes, il y a des pommes rouges, il y a des pommes jaunes.
Et les morceaux de pommes que j'ai retrouvés dans les urines ne permettent pas de dire si c'était la rouge, la jaune ou la verte. Si la rouge et la jaune sont interdites et pas la verte, eh bien on ne peut pas affirmer qu'il y a eu dopage. Autrement dit, la nandrolone peut être confondue avec autre chose et personne aujourd'hui n'est finalement plus sûr de rien. Un constat qui intervient alors qu'une loi de lutte contre le dopage est à l'étude. Des auditions ont d'ailleurs eu lieu à l'Assemblée nationale hier. Moralité, Djamel Bourras, qui a toujours clamé son innocence, n'a peut-être pas tort. Mais de là à avoir raison, c'est autre chose, car il a été suspendu par sa fédération, qui attend maintenant d'en savoir un peu plus. Pour l'instant, nous restons sur une déclaration du professeur Gallien, personnalité estimable, mais j'aimerais que son avis soit partagé par d'autres. La loi contre le dopage devrait être votée le 18 novembre prochain. Mais le cas Bourras vient illustrer les difficultés à appréhender ce problème. Si on ne sait toujours pas, un an après, ce qu'a pris le champion olympique, comment penser que la lutte sera un jour efficace? Et puis 2 Espagnols ont été expulsés du Tour d'Espagne cycliste, la Vuelta pour dopage. Ces coureurs faisaient partie d'un groupe qui a été contrôlé par l'Union cycliste internationale ce matin. Yannick Noah achève ce week-end sa carrière de capitaine de l'équipe de France de tennis en Israël. Pour l'instant, la France mène 2-0. Il ne manque plus qu'un point pour sceller ses adieux avec éclat. Christelle Bertrand. Noah est face à Pioline et l'équipe de France est dos au mur. Cédric Pioline a la charge de gagner le premier point face à Amir Haddad. Plus de 300 places au classement séparent les deux hommes. Et ça se voit, les échanges sont longs, sans coup d'éclat, mais Pioline ne se laisse pas endormir. Le premier set ne dure que 26 minutes. À part quelques points plus disputés que les autres, rien à signaler. Les 2 derniers sets sont du même registre que le premier. Tranquillement, sans trop se dépenser, Pioline s'impose 6-2, 6-3, 6-3. La France mène à 0. Noah est rassuré, face à Harel Lévy, Guillaume Raoux a eu un début de match plus compliqué. Le Français a eu du mal à imposer son jeu et son rythme. Il remporte finalement le premier set au tie-break. Ensuite, Lévy a perdu confiance. Le Français, 44e mondial, a pris les choses en main et a facilement remporté les 2 manches suivantes. Score final, 7-6, 6-2, 6-4. Il ne reste plus qu'un point à marquer en double pour que Noah finisse sa carrière de capitaine aussi bien qu'il l'avait commencé. C'était aussi contre Israël, la France avait gagné. Et aujourd'hui à Tel Aviv, les joueurs de l'équipe de France se sont déclarés favorables à Guy Forget en remplacement de Yannick Noah. Le bureau fédéral doit prendre sa décision le 10 octobre prochain. Voile avec demain matin à Charleston, en Caroline du Sud, le départ de la course autour du monde en solitaire avec escale. L'ex-Box Challenge est désormais rebaptisé Around the Lawn. 16 bateaux au départ, 3 navigateurs français, dont le skipper Marc Tiercelin. Portrait de ce marin qui était arrivé 2e du Vendée Globe. Christophe Duchiron, Frédéric Basile. Ici, le paysage est une invitation au tourisme. Charleston en Caroline du Sud, où l'on ne trouve pourtant pas que des touristes. Marc Tiercelin, navigateur français, bientôt 38 ans, il est 8 h du matin. Il fait le plein d'énergie et de vide dans la tête. Une vie à part, du calme avant la tempête. 2e du dernier Vendée Globe, il repart autour du monde en solitaire, avec déjà des envies de solitude. J'aime bien être paisible, être pas sous le feu des projecteurs, si on peut dire, et surtout avoir le regard des autres dans tous les sens, puis le côté où les petites phrases, c'est comme en politique, hein, en sport, il y a les petites phrases, les petites choses, il y a une certaine pression. De même que le touriste, le marin est un voyageur. Les chapeaux, une grande spécialité d'ici. Au vieux marché de Charleston, Marc a enfilé pour quelques minutes son habit de touriste, lui le grand voyageur qui a vécu au Sénégal, en Italie et au Brésil. Incitation au voyage, son bateau s'appelle Somewhere, ce qui en anglais veut dire quelque part. Pour la course, Marc Tiercelin se situe quelque part parmi les favoris, eu égard à son expérience et à son bateau. Monocoque de 18 mètres, équipé d'un maël rotatif, comprenez qu'il dispose d'une machine de course qui va l'accompagner autour du monde pendant 8 mois. On fait quand même 52 000 km autour de la planète, par la mer, c'est beaucoup. Chaque vague les vagues nous marquent, les endroits qu'on va rencontrer vont nous éduquer, nous instruire, tout ça, ça va être très complet là.
Naviguer, découvrir, s'émouvoir, c'est l'univers du voyageur. Marc Tiercelin en a fait son métier, coureur de fond, homme du grand large. Et nous rejoignons maintenant en direct de Charleston aux États-Unis, Isabelle Autissier, bonsoir. Vous êtes la plus ancienne, oui, bonjour pour vous, et l'une des favorites de cette course. Comment est le mental à quelques heures de prendre la mer? Le mental, c'est votre meilleure arme? Oui, bah, ça va super bien parce que PRB, mon bateau, est bien prêt. On a beaucoup travaillé cet été. Et puis, moi, je suis en forme et j'ai même assez envie d'y aller, en fait. C'est une course que j'aime énormément. J'aime bien mon bateau et le fait de se sentir prête, ça aide, quoi. Je crois que demain, ce sera bien. Vous partez pour la gagne, comme on dit, pour gagner cette fois-ci? Bah, j'espère. Je crois que j'ai un bateau qui peut gagner, qui fait partie... Bon, il y a un très beau plateau ici, mais enfin, il fait partie des meilleurs bateaux. Moi, je commence quand même à avoir de l'expérience des tours du monde, de ce genre de course. Je pense que ça peut m'aider à gérer correctement le bateau. Donc voilà, maintenant, c'est quand même un tour du monde, donc quelque chose de très long, où beaucoup de choses peuvent arriver, et bon, j'espère que ce sera plutôt des bonnes. Alors précisément, peut-être dans les moins bonnes choses, un dématage, un naufrage, votre bateau avait fait un tonneau, la mer vous a déjà réservé pas mal de surprises. Vous avez un peu envie de prendre votre revanche? Je ne sais pas si on prend sa revanche sur la mer. Je crois que la mer, elle est ce qu'elle est. C'est à nous d'essayer d'être malin. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours une petite part de chance quand on navigue. Bon, j'espère avoir mangé mon pain noir, en fait, parce que bon, je crois que ça suffit comme ça. Et j'espère que les éléments me seront un petit peu plus favorables la prochaine fois. On vous le souhaite. En tout cas, je ne fais pas de cauchemar avec ça, quoi. Je pars assez confiante. On s'en souvient, pendant le Vendée Globe Challenge, vous étiez parti à la recherche de Jerry Wolff. En reprenant la mer, est-ce que son image est présente? Elle vous accompagne ou elle va peut-être réfréner vos ardeurs? C'est sûr que c'est quelqu'un à qui je pense et à qui je penserai quand je repartirai demain, parce que je crois que c'est sûrement la chose la plus terrible de perdre quelqu'un en mer. Bon, je crois que ça fait un petit peu partie de notre métier de savoir vivre avec ça. Mais on y pense et en même temps on fait tout ce qu'il faut pour que ça n'arrive pas. Ça reste dans un coin, il ne faut pas s'angoisser avec ça, il faut y penser, voilà, et puis analyser, avoir une expérience et s'arranger pour garder le danger le plus loin possible. On va tenter peut-être une dernière question, de partager avec vous une de ces longues journées que vous aurez durant ce voyage. Quelles sont les heures dans cette seule journée qui sont les plus difficiles, les plus pénibles pour vous, que vous redoutez parfois? Oh ben, en général, c'est plutôt les heures de nuit. Bon, nous, on vit le jour et la nuit, on dort par toutes petites tranches. Et en général, les heures où on est le plus fatigué, donc où c'est facilement dangereux, c'est les heures de fin de nuit, les 3h, 6h du matin, quand la fatigue s'accumule, on guette le lever du soleil. C'est un peu une délivrance. Et à la fois, c'est très beau et très magique. Et en même temps, souvent, on est crevé, on en a un peu marre. Et on a vraiment envie que le jour se lève pour que la vie soit un petit peu plus facile. Écoutez, on vous souhaite une excellente course, Isabelle Autissier, et vous nous en rendrez compte à votre retour. Soyez prudente. Au revoir. Au revoir. Jean-Paul Belmondo fait sa rentrée théâtrale dans un rôle à sa mesure, celui de Frédéric Lemaître, un comédien du 19e siècle qui fit les beaux soirs du boulevard du crime. Georges Bégou, Bernard Pucessot, Pascal Pueyo. Un rôle sur mesure pour Belmondo qui aime le panache, celui de l'acteur le plus pittoresque du 19e siècle, Frédéric Lemaître. Vous êtes le bandit dans cette affaire. Et alors, vous devez entrer comme un traître, sur la pointe des pieds, en rasant le mur, caché derrière votre grande cape. Cher et grand auteur, qu'est-ce qu'il me reste ensuite à jouer? Faites-moi confiance. C'est bien là la difficulté. Bravo, c'est exactement ça. Le mec qui a été vraiment le roi du boulevard, on l'appelait le lion du boulevard, tout le monde s'est précipité pour aller le voir. Il a eu la chance d'avoir justement des Brasseurs, des Jules Berry, des Simon, des Jouvet, et je trouve que c'est une école formidable. Et je pense que tout ce monde-là, eh bien, c'est un peu Frédéric Lemaître qui était le père spirituel de tous ces gens-là. Arrête, prétends que tu as quelque chose à me dire. Oui, précieuse, connais-tu le rôle d'Adèle dans Anthony? Naturellement, cette blague. Ben ça tombe bien, tu le joues ce soir. Frédéric Lemaître tombe amoureux d'une femme plus jeune que lui. Le vrai thème de la pièce, c'est choisir entre le théâtre et la vie. Choisir entre l'amour joué et l'amour vécu. Je te regarde comme si c'était la dernière fois que je te regardais. Je te caresse
comme si c'était la dernière fois que je te caressais. Attends. Fais pareil. Le baiser comme si. Le regard comme si. La caresse comme si. Mais tu pleures? Ah non, c'est le comédien qui s'applique. De l'émotion, de la verve, 11 changements de décor, 16 comédiens, un spectacle qui se veut populaire au sens noble du terme. Et bon, celui-là. Ainsi se termine ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres. Un homme de 36 ans, un marginal, reconnaît le meurtre d'Adrien, ce jeune adolescent dont on avait découvert le corps au début du mois d'août dernier dans un blocos près de Thionville. Ces aveux ne signifient pas la culpabilité. La conférence de presse de Salman Rushdie, le coup de la liberté retrouvée pour l'auteur des versets sataniques après la décision de l'Iran de se désolidariser de la prime sur sa tête. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet, puis le point route, Valérie Maurice. Demain à 7h, dans Thé ou Café, Catherine Sellac reçoit Édith Cresson. Je vous retrouve demain dès 13h. Merci de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.